Sur les rives étincelantes de la Côte d'Azur, au cœur d'un gala somptueux, le milliardaire Célian Lemoine se sentait plus seul que jamais, jusqu'à ce qu'un regard échangé avec Solène Dubois, une professeure dévouée faisant le service en extra, ne change tout. Mais l'amour peut-il survivre quand deux mondes se rencontrent? L'annuelle garden party d'été à Saint-Tropez battait son plein. Des nappes en lin blanc flottaient dans la douce brise. Le champagne coulait à flots des fontaines de cristal. Le Gotha parisien se mêlait sur la pelouse impeccablement entretenue, leur rire s'élevant au-dessus de la mélodie du quatuor à cordes. Solène Dubois ajusta son uniforme de serveuse noire et soupira. Le plateau de brochettes de crevettes devenait lourd, et ses pieds lui faisaient déjà mal dans les chaussures noires confortables qu'elle portait pour ce travail de traiteur. Mais elle avait besoin de cet argent. Les frais de scolarité de son jeune frère, Élie, n'allaient pas se payer tout seul. « N'oubliez pas de sourire », siffla Marthe, la gérante du service traiteur en passant. « Ces gens attendent un service avec le sourire. » Solène força ses lèvres à s'étirer. Encore 6 heures de cela, et elle pourrait retourner à son appartement modeste à Belleville, enlever ses chaussures et corriger la pile de copies de son poste d'enseignante suppléante. De l'autre côté du jardin, Célian Lemoine fit tournoyer son champagne et hocha poliment la tête tandis que Victoire de Courcelles, fille d'un grand banquier, riait trop fort à quelque chose qu'il n'avait pas voulu dire comme une blague. « Oh, Célian, vous êtes terrible !» Victoire posa une main manucurée sur son bras. « Papa dit que votre entreprise de logistique révolutionne simplement le secteur. Nous devons dîner ensemble un de ces jours pour discuter de potentielles collaborations. » Célian lui offrit son sourire habituel, celui qui apparaissait dans les revues économiques et les pages mondaines. À 30 ans, il avait perfectionné l'art de paraître intéressé, tandis que son esprit vagabondait loin. Tout le monde attendait quelque chose de lui, son argent, son nom, ses relations. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas eu une conversation authentique. « Excusez-moi, » dit-il, s'éloignant de Victoire. « Je dois parler à quelqu'un. » Il n'avait personne à qui parler. Il avait juste besoin d'air. Alors qu'il traversait la pelouse, la fête tourbillonnait autour de lui. Des femmes en robe de couturier, des hommes en costume sur mesure, tous faisaient partie d'un monde dans lequel il s'était battu pour entrer. L'entreprise de logistique de son père était au bord de la faillite lorsque Célian l'avait reprise. 5 années de travail acharné plus tard, et le voici, un autodidacte parmi l'élite née avec une cuillère en argent dans la bouche. Alors pourquoi se sentait-il si vide? Brochette de crevettes, monsieur. La voix coupa ses pensées. Il se retourna et vit une serveuse tenant un plateau, mais elle ne le regardait pas avec l'expression obséquieuse à laquelle il s'était habitué. En fait, elle le regardait à peine. « Merci », dit-il en prenant une brochette. C'est alors qu'elle leva les yeux, et leurs regards se croisèrent. Célian sentit quelque chose bouger en lui. Ses yeux étaient d'un brun profond, clair et direct. Ils ne s'écarquillèrent pas de reconnaissance. Ils ne se remplirent pas de calculs. Ils le virent simplement, pas sa richesse, pas son statut, juste lui. Solène sentit l'étrange intensité du moment. L'homme devant elle était beau d'une manière discrète. Montre chère, costume bien coupé, mais quelque chose dans ses yeux semblait fatigué, solitaire même. Non pas que cela ait de l'importance pour elle. Elle rompit le contact visuel et continua à se faufiler dans la foule. Célian la regarda s'éloigner, sa posture droite, ses mouvements efficaces. Pas de sourire coquet, pas de regard insistant, juste une serveuse faisant son travail. C'était l'interaction la plus honnête qu'il ait eue depuis des mois. « Célian, te voilà !» Son associé David lui tapa sur l'épaule. « Les frères Beaumont veulent discuter de ce contrat de transport. Viens, ça pourrait être énorme pour nous. » Célian hocha la tête et le suivit, mais ses yeux cherchèrent la serveuse aux yeux honnêtes dans la foule. 2 heures plus tard, Solène se glissa dans la cuisine pour une courte pause. Ses pieds la tuaient, et il lui restait encore 4 heures. « Ça va, ma puce ?» demanda Rose, l'une des serveuses plus âgées qui avait pris Solène sous son aile. « Juste fatiguée, » répondit Solène, s'appuyant contre le comptoir. « J'ai veillé tard pour corriger des copies hier soir. »« Tiens, tu travailles trop dur, » dit Rose en lui tendant un verre d'eau. « Enseignante la semaine, traiteur le week-end. Quand as-tu le temps pour toi ?» Solène haussa les épaules. « Quand Élie obtiendra son diplôme. D'ici là, tout est fait pour qu'il réussisse ses études supérieures. Et une vie sociale? Un petit ami ?» Rose lui fit un clin d'œil malicieux. Solène rit, bien sûr. « Entre le travail et le sommeil, je suis censé trouver le temps de sortir. De plus, les hommes que je rencontre ne supportent pas une femme qui travaille autant ou sont intimidés par une femme noire ambitieuse. Tous les hommes ne sont pas comme ça, insista Rose. Peut-être pas,
Mais je n'ai pas encore rencontré les exceptions. Solène vida son verre d'eau. La pause est finie. Retour à la foule assoiffée de champagne. Alors qu'elle poussait les portes battantes de la cuisine, un plateau à la main, elle faillit entrer en collision avec quelqu'un. « Je suis tellement désolée », commença-t-elle, puis s'arrêta en réalisant que c'était l'homme de tout à l'heure, celui aux yeux fatigués. « Aucun mal n'est fait », dit Célian, sa voix plus chaleureuse que le ton convenu qu'il utilisait avec les invités. « Je vous cherchais, en fait. » Solène haussa un sourcil. « Moi, pourquoi ?» Céliane n'avait pas prévu quoi dire. Pour une fois dans sa vie soigneusement calculée, il agissait par impulsion. « De l'eau, » dit-il finalement. « J'espérais trouver de l'eau. » Solène pointa du doigt le bar. « Ils ont de l'eau là-bas, monsieur. »« Bien sûr, » dit-il, se sentant stupide. « Merci. » Elle commença à le dépasser, mais il parla de nouveau. « Je suis Céliane, au fait. Je sais qui vous êtes, monsieur le moine, » dit-elle, non sans gentillesse. « Tout le monde ici le sait. Et vous êtes ?» Elle hésita. Les serveurs n'étaient pas censés interagir avec les invités au-delà de la courtoisie professionnelle, mais il y avait quelque chose dans son expression qui semblait sincèrement intéressée. « Solène, » dit-elle simplement. « Solène Dubois. Enchanté de vous rencontrer, Solène Dubois, » dit-il, et il le pensait. Marthe apparut au coin, ses yeux s'écarquillant à la vue de Solène discutant avec l'un des invités les plus importants. « Solène, la terrasse a besoin de champagne frais tout de suite, » dit-elle sèchement. « Le devoir m'appelle, » dit Solène à Célian avec un petit sourire, et elle partit. Célian la regarda s'éloigner, se sentant étrangement plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur la fête, Solène se retrouva postée près de la terrasse, remplissant des verres et ramassant des assiettes vides. Les invités devenaient plus bruyants à mesure que l'alcool coulait à flot. « Vous n'êtes pas comme les autres. » Elle se tourna pour trouver Célian debout à proximité, à l'écart de la foule principale. « Excusez-moi » Les autres serveurs essayèrent de flatter les invités, espérant de plus gros pourboires, dit-il. « Vous faites juste votre travail. J'ai besoin de l'argent, pas d'un coup de pouce à mon ego, » répondit-elle honnêtement. « Et la flatterie n'est pas mon fort. » Il sourit, et pour la première fois ce jour-là, son sourire atteignit ses yeux. Rafraîchissant. « Tout le monde ici essaie de m'impressionner ou de m'utiliser. Ça doit être difficile d'être millionnaire, » dit Solène avec une pointe de sarcasme. À sa surprise, il rit. « Je dois vous paraître ridicule. »« Un peu, » admit-elle. « Mais je comprends. Les gens attendent des choses de vous. C'est épuisant. »« Exactement, » dit-il, surpris par sa compréhension. « Que faites-vous quand vous ne servez pas de crevettes aux privilégiés ? » ?»« J'enseigne, principalement des remplacements, à Belleville. » Ses sourcils se levèrent. « Une professeure ? Ne soyez pas si choqués. Certains d'entre nous cumulent les emplois pour joindre les deux bouts. » Avant qu'il ne puisse répondre, une femme en robe de couturier rouge s'approcha d'un pas nonchalant et lui glissa le bras. « Célian, chérie, tu es terriblement asocial. La famille Duval demande après toi. » Ses yeux jugèrent Solène d'un regard dédaigneux. « Nous avons besoin de plus de champagne là-bas, » dit-elle, sans même regarder Solène directement. Le dos de Solène se raidit. « Tout de suite, madame, » dit-elle, sa voix redevenue froide et professionnelle. Alors qu'elle s'éloignait, elle entendit la femme dire « Franchement, Célian, discuter avec le personnel, les gens vont parler. » Solène n'entendit pas sa réponse, et elle se dit qu'elle s'en fichait. Les hommes comme Célian le moine vivaient dans un monde différent, un monde où des gens comme elle étaient invisibles, sauf lorsqu'ils servaient des verres ou nettoyaient des désordres. Plus tard dans la soirée, alors que la fête commençait à toucher à sa fin, Solène débarrassait des verres d'une table près du jardin lorsqu'elle entendit une conversation entre deux femmes. « Célian le moine cherche définitivement une épouse, » dit une blonde en robe bleue. « Ma cousine travaille dans son entreprise, et elle dit qu'il parle de s'installer. »« Eh bien, il a l'embarras du choix, » répondit son ami. « La moitié des femmes ici l'épouserait demain. »« Ce n'est pas seulement une question d'argent, » insista la blonde. « Il est plutôt respectable, contrairement à la plupart des hommes riches ici. Il a redressé l'entreprise défaillante de son père au lieu de vivre d'un fonds fiduciaire. » Solène essaya de ne pas écouter, mais ne put s'en empêcher. « J'ai entendu dire qu'Amélie Rousseau le voyait, » dit l'ami. « Allons, le père d'Amélie veut cette fusion, elle ne fait que son devoir familial. » Elles s'éloignèrent, leur commérage s'évanouissant dans la nuit. Solène secoua la tête, problème de riche. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine avec son plateau de verre vide, elle vit Célian debout, seul, près du sentier du jardin, regardant les étoiles. Sans son public, son visage semblait différent, plus jeune, moins gardé. Elle aurait dû passer son chemin. Au lieu de cela, elle s'arrêta. « Vous vous cachez de vos admiratrices, monsieur le moine ?» Il se retourna
et son visage s'illumina quand il la vit. « Coupable, je l'admets, et s'il vous plaît, appelez-moi Célian. »« Je devrais retourner au travail, dit-elle, mais ne bougea pas. »« Vous aimez enseigner ?» demanda-t-il soudainement. La question la surprit. La plupart des gens, lors de ces événements, ne posaient jamais de questions sur la vie des serveurs. « Oui, » répondit-elle honnêtement. « Les enfants sont formidables, parfois difficiles, mais ça en vaut la peine. Pourquoi les remplacements? Pourquoi pas un poste permanent? Je suis un master à temps partiel. Une fois que j'aurai terminé, je pourrai postuler à des postes à temps plein avec un meilleur salaire. » Il hocha la tête, assimilant l'information. « Et le service traiteur? Ça paye les manuels de mon frère, dit-elle. Car il est en première année dans une prestigieuse école d'ingénieurs. Un gosse intelligent. Le premier de notre famille à faire des études supérieures. Vous le financez, ces études. Notre père est décédé il y a 3 ans. Il n'y a plus que moi et Élie maintenant. » Célian resta silencieux un instant. « C'est impressionnant. » Solène se sentit mal à l'aise sous son regard. « C'est ce que fait la famille. Pas toutes les familles, dit-il doucement. Une voix appela depuis la maison. « Célian, où es-tu? La famille Lefebvre part. » Il soupira. « Le devoir m'appelle. C'était agréable de discuter avec vous, Solène Dubois. »« De même, » dit-elle, surprise de le penser vraiment. Alors qu'il s'éloignait, elle l'appela. « Monsieur le moine ?» Il se retourna. « Vos invités ont de la chance, » dit-elle. « La plupart des gens riches que je sers ne me voient même pas. Vous avez au moins pris la peine d'apprendre mon nom. » Il la regarda longuement. « Je vous vois, Solène. Je suis juste désolé que cela m'ait pris si longtemps. » La fête se termina finalement à minuit. Solène aida à ranger le matériel de traiteur, son corps endolori par la longue journée. « Bon pourboire ce soir, » dit Rose, comptant son argent. « Et toi, ça a donné quoi ?» Solène vérifia son enveloppe. Ses sourcils se haussèrent. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Rose. Solène sortit plusieurs billets de 100 €. Quelqu'un a fait une erreur. Rose jeta un œil à l'argent et siffla. « Ce n'est pas une erreur, ma puce. Quelqu'un t'a aimé. Mais je n'ai rien fait de spécial. Peut-être as-tu fait quelque chose de spécial sans t'en rendre compte, » dit Rose, en faisant un clin d'œil. Alors qu'elle chargeait le dernier équipement dans la camionnette du traiteur, Solène remarqua une voiture au ralenti à proximité, une élégante berline de luxe noir. La vitre s'abaissa, révélant le visage de Célian. « Besoin d'être raccompagné ?» appela-t-il. Rose la poussa. « Vas-y, je te couvre auprès de Marthe. »« Je ne peux pas, » protesta Solène. « Ce n'est pas approprié. »« Vise un peu, » insista Rose. « Quand est-ce qu'un beau millionnaire t'a offert de te ramener à la maison pour la dernière fois ?»« Jamais, » admit Solène. « Alors ne prends pas l'habitude. Profitant juste cette fois-ci. » Avant que Solène ne puisse argumenter davantage, Rose la poussa vers la voiture et disparut dans la camionnette. Solène s'approcha de la berline avec prudence. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur le moine. »« Célian, » corrigea-t-il, « et je sais que ce n'est pas nécessaire. J'aimerais vous ramener chez vous, si vous le permettez. » « Pourquoi ?» Son sourire était authentique. « Parce que j'aimerais continuer notre conversation sans les interruptions des gens qui sollicitent mon attention ou de votre patronne qui vous rappelle au travail. » Solène hésita. Tout en elle criait « mauvaise idée ». Les hommes comme lui ne ramenaient pas les femmes comme elle sans attente. « Juste un trajet, » dit-il, lisant son expression. « Mon chauffeur nous conduira, entièrement professionnel. » Elle jeta un coup d'œil à la camionnette, où Rose lui fit un pouce levé encourageant. « D'accord, » dit-elle finalement. « Juste un trajet. » L'intérieur de la voiture était tout en cuir souple et dégageait cette odeur particulière de luxe. Solène s'assit raidement, fortement consciente de son uniforme de serveuse et de son apparence fatiguée. « Où allons-nous » demanda Célian. « Dans l'Est parisien, » dit-elle, lui donnant son adresse. S'il fut surpris par son quartier, il n'en laissa rien paraître. Il transmit simplement l'adresse à son chauffeur et se cala dans son siège. « Merci pour le pourboire, » dit-elle. « C'était très généreux. Vous l'avez mérité. La plupart des gens lors de ces événements sont invisibles pour les invités. Vous vous tenez avec dignité. Ce n'est qu'un travail, dit-elle. L'un des nombreux. Parlez-moi de votre frère, dit-il, changeant de sujet. À sa surprise, elle se retrouva à parler. De la bourse d'Élie qui ne couvrait qu'une partie de ses frais de scolarité, de son rêve de devenir ingénieur, de la fierté qu'aurait eue leur père. Céliane écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il dit « Mon père est mort aussi, il y a 3 ans. Je suis désolé, dit-elle. Il était déçu de moi, admit Céliane. Il a bâti l'entreprise à partir de rien. Mais dans ces dernières années, il a pris de mauvaises décisions. Quand j'ai repris et changé les choses, il a pensé que je trahissais son héritage. Était-ce le cas? Je la sauvais, dit-il doucement. Mais il est mort,
en pensant que j'avais ruiné tout ce qu'il avait construit. La vulnérabilité dans sa voix toucha quelque chose en Solène. Je suis sûr qu'il serait fier maintenant, en voyant ce que vous avez accompli. Peut-être, dit-il, sans paraître convaincu. Que penserait votre père de vous, travaillant 2 emplois pour que votre frère puisse étudier? Il me dirait de mieux prendre soin de moi, admit-elle, mais il comprendrait pourquoi je le fais. Et ils tombèrent dans un silence confortable, tandis que la voiture traversait les rues tranquilles de Paris, traversant le périphérique et entrant en banlieue. Lorsqu'ils arrivèrent à son immeuble, Céliane sortit et lui ouvrit la porte. « Merci pour le trajet, dit-elle. « Merci pour la conversation, répondit-il. Cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé à quelqu'un qui n'essayait pas de m'obtenir quelque chose. Eh bien, à part cet énorme pourboire, lui rappela-t-elle avec un petit sourire. Il rit. Bon point. Elle commença à marcher vers son immeuble, puis se retourna. « Pourquoi m'avez-vous remarqué, monsieur Lemoine? Il y avait des dizaines de serveurs ce soir-là. » Il considéra sa question sérieusement. « Parce que quand vous m'avez regardé, vous m'avez vraiment vu. Pas mon argent ou mon nom, juste moi. Savez-vous à quel point c'est rare ?» Solène hocha lentement la tête. « Presque aussi rare qu'un millionnaire qui voit le serveur comme une personne. Touché, dit-il. Bonne nuit, Solène Dubois. Bonne nuit, Célian, répondit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. En montant les escaliers jusqu'à son appartement, elle se dit que ce n'était qu'une nuit étrange, qui ne se répéterait jamais. Les hommes comme Célian Lemoine n'avaient pas leur place dans son monde, et elle n'avait certainement pas sa place dans le sien. Mais en s'effondrant dans son lit épuisé, elle ne put s'empêcher de rejouer leur conversation dans son esprit. Pendant quelques heures seulement, la distance entre leurs mondes avait semblé un peu moins impossible à combler. Dans sa voiture, de retour vers Paris, Célian regardait par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient. Pour la première fois depuis des mois, il se sentait éveillé, vivant. Tout cela parce qu'une serveuse aux yeux honnêtes l'avait regardé et avait vu l'homme, pas le millionnaire. Il savait qu'il devrait laisser tomber. Leur monde était trop différent. Mais tandis que son chauffeur naviguait dans la circulation nocturne, Célian savait avec une certitude absolue qu'il trouverait un moyen de revoir Solène Dubois. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la soirée sur la Côte d'Azur, et Solène s'était presque convaincue que la rencontre avec Célian Lemoine n'avait été qu'un étrange rêve. Presque. Elle se tenait devant sa classe, expliquant les adverbes à un groupe de jeunes élèves de CM2 qui gigotaient. Son remplacement à l'école élémentaire du Parc durerait 3 semaines, le temps que l'enseignante titulaire se remette d'une opération. « Mademoiselle Dubois » appela une jeune fille. « Quelqu'un est à la porte. » Solène se tourna et vit la secrétaire de l'école lui faire signe. « Travaillez sur vos fiches d'exercice, dit-elle à la classe. Je reviens tout de suite. » Dans le couloir, la secrétaire lui tendit un bon de livraison. « Ceux-ci sont arrivés pour vous. Je les ai signés. Qu'est-ce qui est arrivé pour moi? » Au bureau. Ils font beaucoup de bruit. Confuse, Solène suivit la secrétaire jusqu'au bureau d'accueil, où un énorme arrangement de lys blanc était posé sur le comptoir. Les autres professeurs étaient rassemblés autour, les admirant. « De qui viennent-ils » demanda Madame Martin, la professeure de maths. Solène trouva la petite carte attachée à l'arrangement. « Merci de m'avoir vu. Souhaitez-vous dîner avec moi ce soir ?» Célian. Un numéro de téléphone était écrit en bas. « Et Célian ?» Madame Martin jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Célian Lemoine ? Le Célian Lemoine ?» Solène glissa rapidement la carte dans sa poche. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Un milliardaire qui vous envoie des fleurs n'est pas ce que je crois. » Les yeux de Madame Martin étaient écarquillés. « Ce n'est pas un milliardaire, » corrigea Solène automatiquement. « Juste un millionnaire. » La pièce éclata en bavardages excités. « Comment le connaissez-vous? Vous sortez ensemble? L'avez-vous rencontré à l'une de ces soirées chics ?» Solène leva les mains. « Je lui ai servi des verres lors d'un travail de traiteur. C'est tout. Il est juste gentil. Les hommes comme Célian Lemoine n'envoient pas de fleurs pour être gentils, » dit Madame Martin. « Ils envoient des fleurs quand ils sont intéressés. » Les joues de Solène se réchauffèrent. « Je dois retourner à ma classe. »« Qu'allez-vous faire » cria la secrétaire après elle. « Enseigner les adverbes » répondit Solène en s'éloignant rapidement. Mais en retournant dans sa classe, son esprit n'était pas du tout aux adverbes. Pourquoi Célian lui enverrait-il des fleurs? Et comment savait-il même où elle travaillait? Ce soir-là, Solène inséra sa clé dans la serrure de la porte de son appartement, équilibrant l'arrangement de lys dans un bras. Après avoir débattu toute la journée, elle avait décidé de ramener les fleurs à la maison. Elles étaient trop belles pour être gaspillées. « Élie » appela-t-elle en entrant. « Tu es là ?» Son frère sortit de sa chambre, un manuel à la main. À 19 ans, Élie Dubois était grand et élancé, avec les mêmes yeux brun foncé que sa sœur. « C'est quoi ces fleurs ?» demanda-t-il.
l'aidant à poser l'arrangement sur leur petite table de salle à manger. Elles viennent de quelqu'un que j'ai rencontré lors de ce travail de traiteur à Saint-Tropez. Élie haussa un sourcil. Quelqu'un t'a envoyé des fleurs au travail? Qui? Solène s'affaira à ajuster les lisses. Juste un gars, ce n'est pas grave. Depuis quand tu reçois des fleurs de juste un gars? Élie examina l'arrangement. Elles ont l'air chères. Elles le sont, probablement, murmura-t-elle. Les yeux de son frère se plissèrent. Solène, qui a envoyé ça? Elle soupira. Célian le moine. La mâchoire d'Élie tomba. Le Célian le moine? Le gars qui possède le moine logistique? Le millionnaire? Tu sais qui il est? On a étudié son modèle économique dans mon cours d'économie le semestre dernier. Il a transformé l'entreprise en faillite de son père en un empire mondial en seulement 5 ans. Élie la fixa. Comment le connais-tu? Je ne le connais pas, pas vraiment. Je l'ai servi à la fête, on a un peu parlé et il m'a raccompagné. C'est tout. C'est tout. Et maintenant il t'envoie des fleurs? Élie s'appuya contre le comptoir. Ma sœur, qu'est-ce que tu ne me dis pas? Rien. On a juste connecté, je suppose. Il avait l'air solitaire. Solitaire, répéta Élie d'un ton monocorde. Le millionnaire playboy était solitaire. Ce n'est pas un playboy, dit Solène sur la défensive. Il est en fait gentil. Élie croisa les bras. Et que veut monsieur gentil millionnaire avec ma sœur? Un dîner, apparemment. Elle lui montra la carte. Élie la lut et leva brusquement les yeux. Tu n'y vas pas. Excuse-moi? Solène, les gars comme lui ne sortent pas avec des filles comme toi. Sans offense, mais tu vois ce que je veux dire. Vous venez de mondes différents. Je sais ça, dit-elle. Et qui a parlé de sortir ensemble? C'est juste un dîner. Ce n'est jamais juste un dîner avec ces hommes riches. Ils veulent quelque chose. Solène posa ses mains sur ses hanches. Et qu'est-ce que tu penses exactement qu'il veut? Élie eut la décence d'avoir l'air gêné. Vous voyez ce que je veux dire. Les hommes comme lui, ils voient les femmes comme vous comme des expériences temporaires. Vous n'êtes pas des vacances, Solène. Vous méritez mieux que d'être la petite folie d'un homme riche. Ces mots la piquèrent, car ils faisaient écho à ses propres craintes. Je ne suis pas une enfant, Émile. Je peux me débrouiller. Je sais que tu peux. Mais tu fais toujours passer tout le monde avant toi. Papa quand il était malade, moi et mes études. Pour une fois, c'est moi qui veille sur toi. L'expression de Solène s'adoucit. J'apprécie, mais ce n'est qu'un dîner. S'il est insupportable, je ne le reverrai jamais. Émile n'eut pas l'air convaincu. Promets-moi d'être prudente. Et envoie-moi son adresse et celle du restaurant avant de partir. Oui, papa, taquina-t-elle, ébouriffant ses cheveux comme elle le faisait quand il était petit. Après qu'Émile fut retourné à ses études, Solène prit son téléphone et regarda le numéro sur la carte. Avant de trop y réfléchir, elle envoya un message. Merci pour les fleurs, elles sont magnifiques. À propos du dîner, elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Pourquoi moi? Vous pourriez dîner avec n'importe qui. La réponse vint presque immédiatement. Parce que vous êtes la première personne authentique que j'ai rencontrée depuis des années. C'est un oui? Solène sourit malgré elle. Oui, mais je choisis l'endroit. Clément était assis dans son bureau d'angle, au 45e étage du phare de la Défense, fixant le message de Solène avec un sourire. Elle avait dit oui. On frappa à sa porte, interrompant ses pensées. Son assistante, Valérie, entra avec une pile de dossiers. « Les contrats pour la fusion Sullivan nécessitent votre signature, » dit-elle, les posant sur son bureau, et Madame de Boisjoli a rappelé. 3 fois. Le sourire de Clément s'estompa. « Dites à Mylène que je suis en réunion toute la journée. » Je l'ai fait. Elle a dit de vous rappeler le gala de charité le week-end prochain. Elle s'attend à ce que vous l'accompagniez. Je n'ai jamais accepté cela. Valérie haussa un sourcil. Vous l'avez fait, en fait. Le mois dernier, lors de la levée de fonds au musée. Clément se rappela vaguement Mylène le coinçant à propos d'un événement. Il avait probablement accepté juste pour mettre fin à la conversation. Mylène de Boisjoli était la fille du plus vieil ami et partenaire commercial de son père. Ils étaient dessortis brièvement il y a 2 ans, et bien que Clément y ait mis fin, Mylène agissait toujours comme s'ils étaient ensemble en public. « Annulé, dit-il. Dites-lui que j'ai un engagement antérieur. Monsieur Locton, les de Boisjoli sont des actionnaires majeurs. Votre père a toujours... » Mon père ne dirige plus cette entreprise, l'interrompit Clément, sa voix plus acerbe qu'il ne l'avait voulu. C'est moi, et j'ai des projets pour cette soirée. Des projets? Valérie parut surprise. En 3 ans de travail pour lui, Clément avait rarement des projets personnels non liés aux affaires. Oui, des projets, répéta-t-il, sans donner plus de détails. Maintenant, qu'est-ce qui nécessite mon attention aujourd'hui? Alors que Valérie lui détaillait son emploi du temps, Clément se retrouva à penser à Solène.
Il n'avait pas pu s'empêcher de penser à elle depuis la soirée, la façon dont elle se tenait avec une dignité tranquille, la façon dont elle le regardait comme un simple homme, pas un compte en banque. Il avait demandé à son équipe de sécurité de découvrir où elle travaillait. Cela avait été assez facile. Son traiteur avait des profils d'employés, et une généreuse donation à l'école avait délié les langues concernant son emploi du temps d'enseignante. Peut-être était-ce un peu excessif, mais Clément n'était pas habitué à courtiser les femmes. Elle le poursuivait habituellement, attirée par sa fortune et son statut. Solène était différente. Elle n'avait semblé impressionnée par aucun des deux. « Et n'oubliez pas la réunion du conseil d'administration demain à 9 heures, termina Valérie. « D'accord, merci. » Après son départ, Clément reprit son téléphone et envoya un autre message à Solène. « Où dois-je vous retrouver ce soir ?» Solène avait choisi la Cantina de Rosalie, un petit restaurant italien de son quartier de Belleville. Ce n'était rien de chic. Des nappes à carreaux rouges, des bougies plantées dans des bouteilles de Chianti vides et le meilleur pain à l'ail de Paris. Si Clément voulait voir son monde, elle lui montrerait son monde. Elle portait une simple robe bleu marine qu'elle avait achetée en solde l'année dernière et sa seule paire de talons corrects. Ses cheveux étaient relevés en son chignon soigné habituel. À 7 heures précises, la porte du restaurant s'ouvrit et Clément entra. Il était habillé simplement en jean foncé et chemise bleue claire boutonnée, sans cravate. Pourtant, il détonnait dans ce cadre modeste. La propriétaire du restaurant, Mère Rosalie elle-même, s'empressa d'aller vers lui. « Je peux vous aider, monsieur ?»« J'attends quelqu'un, » répondit Clément, balayant la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux trouvent Solène. Son visage s'illumina. Solène sentit un frisson dans l'estomac, tandis qu'il s'approchait de sa table. De près, il était encore plus beau qu'elle ne s'en souvenait. « Vous êtes venu, » dit-elle alors qu'il s'asseyait. « Pensiez-vous que je ne viendrais pas ? Je pensais que vous changeriez d'avis en voyant l'adresse. » Il jeta un coup d'œil autour du restaurant. « C'est charmant, ça sent merveilleusement bon. »« La meilleure cuisine italienne de Paris, » dit-elle. « Pas de fontaine de champagne ou de linge fantaisie, mais la cuisine est honnête, comme vous, » dit-il avec un sourire. Le serveur leur apporta les menus, et Clément étudia le sien avec intérêt. « Que recommandez-vous ? Les lasagnes sont incroyables, le parmigiana d'aubergine aussi. » Ils commandèrent, et un silence gêné s'installa entre eux. Dans le monde réel, loin de la fête, leurs différences semblaient plus prononcées. « Alors, » dit-elle finalement, « comment avez-vous découvert où j'enseigne ?» Il eut la décence d'avoir l'air un peu gêné. « Je me suis renseigné. »« Vous voulez dire que vous avez fait enquêter sur moi ?»« Pas enquêter exactement. Juste découvrir où vous travaillez pour que je puisse envoyer les fleurs. La plupart des gens auraient simplement demandé un numéro de téléphone. Me l'auriez-vous donné ?» Elle y réfléchit. « Probablement pas. » Il rit. « C'est ce que je pensais. » L'heure vint arriva et Clément leva son verre. « Aux conversations honnêtes. » « Aux conversations honnêtes, » fit-elle écho, faisant teinter son verre contre le sien. Pendant qu'ils mangeaient, la gêne initiale s'estompa. Ils parlèrent de leur travail, des livres qu'ils avaient lus de leur enfance à Paris, Clément dans une banlieue huppée comme Neuilly-sur-Seine, Solène au cœur de Belleville. « Mon père était chauffeur de bus, » lui raconta-t-elle. « Il a fait la même ligne pendant 30 ans. Il connaissait tous les passagers habituels par leur nom. Il semble être un homme bien. Le meilleur, » dit-elle doucement. « Il est tombé malade ma dernière année d'université. Un cancer du poumon. Quand ils l'ont découvert, il était trop tard. Je suis désolé, dit Clément, ses yeux sincères. Il s'est accroché assez longtemps pour me voir diplômé et a fait promettre à Émile de finir l'université aussi. » Elle fit tourner son vin. « Et votre père, vous avez dit qu'il était déçu de vous ?» L'expression de Clément devint lointaine. Il a bâti l'entreprise à partir de rien. Il a commencé avec un seul camion, conduisant lui-même les livraisons. Mais il était de la vieille école. Il refusait de s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouveaux marchés. Quand j'ai rejoint l'entreprise, nous perdions des millions. Et vous avez redressé la situation. J'ai dû prendre des décisions difficiles, supprimer des divisions traditionnelles, investir dans de nouvelles. Mon père a vu ça comme une trahison de tout ce qu'il avait construit. La voix de Clément portait une vieille douleur. Il est mort en pensant que j'avais détruit son héritage. Mais vous avez sauvé l'entreprise. Oui, mais j'ai perdu mon père dans le processus. Il secoua la tête. Désolé, ce n'est pas vraiment une conversation légère pour le dîner. J'ai demandé, lui rappela-t-elle, et je préfère les conversations réelles aux banalités. Moi aussi, dit-il, ses yeux chauds. C'est ce que j'aime chez vous, Solène. Vous êtes authentique d'une manière que la plupart des gens de ma vie ne le sont pas. La sincérité dans sa voix fit battre son pouls plus vite. Je ne suis rien de spécial, Clément. Juste une personne ordinaire qui essaie de s'en sortir. C'est là que vous vous trompez.
dit-il doucement. Vous êtes extraordinaire. Avant qu'elle ne puisse répondre, le serveur arriva avec les menus des desserts. Le moment passa, mais Solène sentit quelque chose changer entre eux, une connexion s'approfondissant au-delà de la simple curiosité. Après le dîner, ils marchèrent le long des rues calmes de Belleville. La nuit était fraîche, et les étoiles perçaient la pollution lumineuse de la ville. « Merci pour ce soir », dit Clément. « Le meilleur repas que j'ai eu depuis des mois. Mieux que les restaurants chics où vous allez d'habitude, beaucoup mieux. Ces endroits sont faits pour être vus, pas pour savourer la nourriture. » Ils atteignirent un petit parc, et Solène le mena à un banc surplombant une modeste fontaine. Ils s'assirent dans un silence confortable un instant. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle finalement. « Tout ce que vous voulez. Pourquoi moi, vraiment? Vous vivez dans un monde de femmes belles et sophistiquées qui feraient n'importe quoi pour être avec vous. Je ne suis qu'une professeure remplaçante qui sert des verres le week-end. » Clément se tourna vers elle. « Savez-vous ce que c'est d'être entouré de gens qui ne vous voient que comme un moyen d'arriver à leur fin? Qui calculent ce qu'ils peuvent obtenir de vous à chaque sourire, à chaque conversation? » Elle secoua la tête. « C'est épuisant, » continua-t-il, « et solitaire. Puis je vous rencontre, et vous me regardez comme une simple personne. Vous me parlez comme si ce que j'ai à dire avait de l'importance, non pas à cause de qui je suis, mais parce que vous écoutez vraiment. Savez-vous à quel point c'est rare dans mon monde? Mais nous sommes si différents, dit-elle doucement. Vous avez vu où je vis, vous savez ce qu'est ma vie. Ça m'est égal, insista-t-il. Ça ne devrait pas, parce que tout le monde s'en souciera. Solène se leva, ayant soudainement besoin d'espace. Clément, soyons réalistes. Que se passera-t-il quand vous m'emmènerez à l'un de vos événements chics? Quand vos amis et associés vous verront avec quelqu'un comme moi? Je ne fais pas partie de votre monde. Peut-être que je ne veux plus de ce monde, dit-il, se levant pour la rejoindre. Peut-être que je veux quelque chose de réel. L'ardeur dans sa voix lui serra le cœur. Ce n'est pas si simple. Ça pourrait l'être, dit-il, s'approchant, si nous le laissons faire. Il était assez proche maintenant pour qu'elle sente sa chaleur, l'odeur de son parfum cher. Je devrais rentrer, dit-elle, sa voix pas tout à fait stable. Émile va s'inquiéter. Puis-je vous revoir? Demanda Clément. Tout ce qui était logique dans l'esprit de Solène lui disait de dire non, d'y mettre fin maintenant avant qu'elle ne se blesse, avant qu'elle ne tombe amoureuse d'un homme dont le monde ne l'accepterait jamais vraiment. Mais son cœur parla plus fort. Oui, son sourire était comme un lever de soleil. Demain? Elle rit. J'ai des copies à corriger demain. Lundi? Lundi, accepta-t-il. Je vous appellerai. Ils retournèrent à son immeuble dans un silence confortable. Devant sa porte, il lui prit doucement la main. « Merci pour ce soir, Solène, de m'avoir montré votre monde. Ce n'est pas grand-chose comparé au vôtre, dit-elle. C'est mieux, répondit-il honnêtement. C'est réel. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Mais elle ne le fit pas. Ses lèvres rencontrèrent les siennes, dans un baiser doux et tendre qui se termina trop tôt. « Bonne nuit, Solène Bertrand, » murmura-t-il. « Bonne nuit, Clément, » répondit-elle, le cœur battant. Tandis qu'elle le regardait s'éloigner vers sa voiture avec chauffeur, Solène toucha ses lèvres, sentant encore la chaleur de son baiser. Elle était en train de tomber amoureuse de lui, un homme d'un monde différent, d'une vie différente. C'était probablement une erreur, mais cela lui semblait plus juste que tout ce qu'elle avait ressenti depuis très longtemps. Le lendemain matin, Solène préparait le café quand Émile sortit de sa chambre en bâillant. « Comment s'est passé le dîner avec Monsieur Crésus ?» demanda-t-il, tendant la main vers une tasse. « Son nom est Clément, » corrigea-t-elle, et c'était bien. Émile étudia son visage. « Oh, oh, tu l'aimes bien. Il est différent de ce à quoi je m'attendais. Il semble toujours différent au début, » prévint Émile, « jusqu'à ce que tu réalises que tu n'es qu'une nouveauté pour eux. »« Ce n'est pas comme ça, » insista Solène, mais le doute s'insinua. Était-elle juste naïve? Avant qu'elle ne puisse y songer, son téléphone émit un son annonçant un message. « Bonjour, je ne peux pas m'arrêter de penser à hier soir. J'attends avec impatience lundi. Clément. » Un sourire se dessina sur son visage en le lisant. « C'est lui, n'est-ce pas ?» demanda Émile, observant son expression. « Peut-être, » admit-elle. « Fais juste attention, ma sœur. Je ne veux pas te voir souffrir quand il retournera auprès des siens. »« Des siens ?» Solène haussa un sourcil. « Qu'est-ce qu'il est? Une espèce différente. » Autant dire que oui. Les très riches ne jouent pas selon les mêmes règles. Elle voulut argumenter, mais une partie d'elle craignait qu'Émile ait raison. Quelque chose de réel pourrait-il grandir entre elle et Clément, alors que leurs mondes étaient si éloignés. À l'autre bout de la ville, Clément était assis dans son appartement terrasse, buvant son café et regardant l'horizon parisien.
Mais au lieu de voir la vue pour laquelle il avait payé des millions d'euros, il voyait le sourire de Solène, sentait la douceur de ses lèvres contre les siennes. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. L'écran affichait « Mylène de Boisjoli ». Avec un soupir, il répondit « Mylène, Clément chéri ». Sa voix dégoulinait d'une fausse douceur. « Valérie m'a donné un message ridicule concernant l'annulation de nos projets pour le gala de charité. Je lui ai dit qu'elle devait se tromper. »« Aucune erreur, dit-il fermement. J'ai d'autres projets ce soir-là. » Une pause. Quels autres projets pourraient bien être plus importants que le gala de l'hôpital Necker? Tout le conseil d'administration y sera. Votre père ne le manquait jamais. « Je ne suis pas mon père, dit Clément, une pointe d'agacement dans la voix. Et mes projets sont personnels. »« Personnels ?» Le ton de Mylène s'aiguisa. « Qu'est-ce que ça signifie ?»« Cela signifie que ça ne vous regarde pas, Mylène. Nous avons rompu il y a 2 ans, vous vous souvenez ? Nous faisons une pause, corrigea-t-elle doucement. Tout le monde sait que nous finirons ensemble. Nos familles ont toujours été liées, et la fusion... Il n'y a pas de fusion, l'interrompit-il. Et nous ne faisons pas de pause. C'est fini. C'est à cause de cette serveuse, n'est-ce pas ? La voix de Mylène devint froide. Celle à qui vous parliez à la soirée de Saint-Tropez. Ne croyez pas que les gens n'ont pas remarqué, Clément. Il serait dit. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît, ricana-t-elle. J'ai fait vérifier. Solène Bertrand, professeure remplaçante de Belleville, vit dans un appartement modeste avec son frère. Pas vraiment votre genre habituel. La colère éclata dans la poitrine de Clément. Restez loin d'elle, Mylène, je suis sérieux. Oh mon Dieu, Mylène rit un rire cassant. Vous aimez vraiment cette fille, comme c'est charmant. Qu'est-ce que c'est après, Clément ? Déménager à Belleville? Prendre le métro? Adieu, Mylène, dit-il froidement et raccrocha. Il resta assis un long moment, troublé par la conversation. Mylène ne laisserait pas tomber facilement. Elle avait passé 2 ans à se positionner comme sa partenaire inévitable aux yeux de leur cercle social. Une femme comme Mylène supportait mal le rejet. Et maintenant, elle savait pour Solène. Clément se versa plus de café, essayant de chasser son malaise. Il ne laisserait pas Mylène interférer. Ce qu'il ressentait pour Solène était réel, plus réel que tout ce qu'il avait vécu depuis des années. Son téléphone émit un son annonçant un message. C'était de sa tante Éléonore, la seule membre de sa famille dont il était vraiment proche. « Déjeuner aujourd'hui ? J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles tu annules avec les de Boisjoli. Je veux des détails. » Clément sourit. Tante Éléonore n'avait jamais aimé Mylène, l'appelant cette requine calculatrice dans son dos. « Le déjeuner, c'est une excellente idée. J'ai beaucoup de choses à te raconter. » Il envoya le message, se sentant plus léger. Éléonore comprendrait pour Solène. Contrairement à son père, sa tante avait toujours valorisé l'authenticité par-dessus le statut. Alors qu'il contemplait la ville, Clément réalisa que quelque chose avait changé en lui. Pendant des années, il avait fait les choses machinalement, dirigé l'entreprise, assisté aux bons événements, sortir avec les bonnes femmes. Tout cela était vide. Puis Solène Bertrand l'avait regardé avec ses yeux honnêtes, et soudain, il voulait plus. Il voulait quelque chose de réel. La question était, une femme comme Solène pourrait-elle jamais vraiment s'intégrer dans son monde? Ou plus important encore, pourrait-il s'intégrer dans le sien? Pour la première fois de sa vie d'adulte, Clément Lockton se sentait incertain quant à l'avenir. Et étrangement, cette incertitude lui semblait une liberté. Les 2 semaines suivantes passèrent à toute vitesse. Solène et Clément se rencontraient chaque fois que leurs emplois du temps le permettaient. Pour un café après sa journée d'enseignement, pour des promenades au parc le week-end, pour des dîners tranquilles dans de petits restaurants de quartier. Chaque rencontre approfondissait leur connexion. Clément se retrouva à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Solène découvrit que sous son apparence riche se cachait un homme d'une gentillesse authentique et d'une profondeur surprenante. « Dites-moi quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne », lui demanda-t-elle un soir alors qu'ils étaient assis sur un banc surplombant la Seine. Clément resta silencieux un instant. « J'ai pensé à vendre l'entreprise. » Solène se tourna vers lui, surprise. « Vraiment ? Mais c'est l'héritage de votre famille. Vous avez travaillé si dur pour le sauver. »« Je l'ai sauvé pour mon père, » admit-il, pour prouver que j'en étais capable. Mais ces derniers temps, je me suis demandé si c'était vraiment ce que je voulais. Que feriez-vous à la place ? Je ne sais pas. Quelque chose qui compte. Quelque chose qui aide les gens. Il la regarda avec des yeux vulnérables. Que feriez-vous si l'argent n'était pas un problème? Si vous n'aviez pas à faire 2 emplois pour subvenir aux besoins d'Émile? Solène réfléchit à la question. Je continuerai à enseigner, mais j'ouvrirai un centre communautaire dans mon quartier. Un endroit où les enfants pourraient aller après l'école, obtenir de l'aide pour leurs devoirs, apprendre la musique et l'art,
Tant de mes élèves n'ont nulle part où aller en sécurité après la dernière cloche. Clément observa son visage, tandis qu'elle parlait, captivée par la passion dans sa voix. Vous vous souciez vraiment de ces enfants. Ils méritent que quelqu'un se soucie d'eux, dit-elle simplement. Il lui prit la main, entrelaçant ses doigts aux siens. Vous êtes remarquable, Solène Bertrand. Elle sourit mais détourna le regard, toujours mal à l'aise avec ses compliments. Une partie d'elle attendait que le couperet tombe, que le moment arrive où il réaliserait qu'ils étaient trop différents, où la nouveauté de sortir avec une institutrice de Belleville s'estomperait. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il, sentant son retrait. « Je pense que cela semble trop beau pour être vrai, » admit-elle. « Les gens comme vous ne finissent pas avec des gens comme moi. Quel genre de personnes sommes-nous? Vous savez ce que je veux dire, des mondes différents. » Il lui tourna doucement le visage vers le sien. Peut-être est-il temps pour de nouveaux mondes. Son baiser fit taire ses doutes, du moins pour le moment. Eleanor Lockton regarda son neveu par-dessus le bord de sa tasse de thé. À 70 ans, elle conservait l'élégance et l'esprit vif qui avaient fait d'elle une présence formidable dans la haute société parisienne pendant des décennies. « Vous êtes différent, » observa-t-elle, posant sa tasse. « Plus heureux. » Ils étaient assis dans le jardin d'hiver de sa maison de ville à Saint-Germain-des-Prés, partageant leur thé dominical hebdomadaire, une tradition depuis que Clément était enfant. « Vraiment » demanda-t-il avec un petit sourire. « Ne faites pas la fausse innocente, ça ne vous va pas. » Les yeux d'Éléonore pétillèrent. « C'est une femme, n'est-ce pas? Et pas cette requine de Boisjoli, Dieu merci. » Clément rit. « Elle s'appelle Solène. »« Ah, l'institutrice. Mylène a répandu des rumeurs assez vicieuses. » Son sourire disparut. « Quelle rumeur? Que vous faites une sorte de dépression, que vous faites du tourisme social. » Éléonore fit un geste dédaigneux. « Des bêtises typiques de Mylène. » La mâchoire de Clément se crispa. « Solène n'est pas le peuple. Elle est intelligente, gentille et plus authentique que quiconque dans notre cercle social. »« Défensif, » nota Éléonore avec approbation. « Bien, vous devez tenir à elle. »« Oui, » admit-il, « plus que je ne l'aurais cru. »« Alors, quand est-ce que je la rencontre ?» Clément hésita. « Elle est prudente à l'idée d'entrer dans mon monde. Elle pense que les gens ne l'accepteront pas. Intelligente fille. » La voix d'Éléonore devint sérieuse. « Elle a raison d'être préoccupée. La société peut être cruelle envers les outsiders. »« Vous pensez que je devrais y mettre fin ?» demanda-t-il, surpris par la réponse de sa tante. « Je pense, » dit Éléonore avec précaution, « que si elle compte pour vous, vous devez être prêt à vous battre pour elle. Votre père a passé sa vie à chercher l'acceptation de personnes qui ne méritaient pas son temps. Ne faites pas la même erreur. » Clément réfléchit à ces mots. « Je la veux dans ma vie, tante Éléonore. Alors faites-lui une place. Non pas en la forçant dans notre monde, mais en créant quelque chose de nouveau. » Éléonore tendit la main vers un biscuit. « Maintenant, parlez-moi de ce gala de charité que vous zappez. Les de Boisjoli sont hors d'eux. »« Laissez-les faire, » dit Clément, sa résolution se renforçant. « J'ai des projets plus importants. » Solène fixa la robe posée sur son lit avec un mélange d'admiration et d'anxiété. La soie vert foncé chatoyait dans la lumière de fin d'après-midi, traversant la fenêtre de sa chambre. « C'est ce que je crois que c'est ?» demanda Émile depuis l'encadrement de la porte. « Si tu crois que c'est une robe ridiculement chère que Clément a envoyée, alors oui. » Solène toucha doucement le tissu. « Pour le dîner d'anniversaire de son entreprise ce soir. »« Tu vas vraiment y aller ?» Émile s'appuya contre l'encadrement de la porte, l'inquiétude gravée sur son jeune visage. « J'ai dit que je le ferais. » Elle rencontra les yeux de son frère dans le miroir. « Il me veut là. Bien sûr qu'il te veut. Mais qu'en est-il de ce que tu veux, toi ?» Solène se tourna vers lui. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Juste que tu vois ce gars depuis, 3 semaines. Et tout d'un coup, tu vas à un dîner d'entreprise chic où tout le monde te jugera. Il pourrait nous surprendre, dit-elle, pas entièrement convaincue elle-même. » Émile ricana. « Bien sûr. Les gens riches sont réputés pour leur ouverture d'esprit et leur acceptation des étrangers. Clément n'est pas comme ça, insista-t-elle. Peut-être pas, mais son monde, si. » Émile s'assit sur le bord de son lit. « Écoute, je n'essaie pas de te gâcher ça. Je ne veux juste pas te voir souffrir quand la réalité te frappera. Et quelle réalité est-ce? Que des types comme lui peuvent s'encanailler un temps, mais ils retournent toujours à leur monde. » Les mots piquèrent. « Est-ce que tu penses que je suis pour lui? Un caprice ?» L'expression d'Élie s'adoucit. « Non, je pense qu'il t'aime probablement vraiment. Mais aimer quelqu'un ne suffit pas toujours quand toute ta vie te tire dans une autre direction. » Solène se retourna vers le miroir étudiant son reflet. La femme qui la regardait semblait incertaine, prise entre deux mondes. « Je dois tenter ma chance, » dit-elle finalement. « Si je ne le fais pas, je me demanderai toujours. » Élie se leva et embrassa le haut de sa tête. « Alors fais-leur mordre la poussière, ma sœur.
montre à ses parvenus ce qu'est la vraie classe. Après son départ, Solène prit son téléphone et envoya un SMS à Alexandre. « Je me prépare. » Nerveuse. Sa réponse arriva immédiatement. « Ne le sois pas. Tu es la seule personne qui compte pour moi ce soir. » Solène sourit, mais les papillons dans son ventre ne s'apaisèrent pas. Ce soir serait leur première apparition publique ensemble dans son monde. Tout allait changer. La salle de bal du Crillon scintillait sous les lustres de cristal et les parures de l'élite parisienne. Launay Logistique célébrait son 30e anniversaire, et tous ceux qui comptaient dans les affaires et la haute société avaient répondu présent. Alexandre se tenait près de l'entrée, consultant sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. « Détends-toi, » dit David, son associé et plus vieil ami. « Elle sera là. » Ah, et si elle avait changé d'avis? Alexandre ne se souvenait pas s'être déjà senti aussi nerveux. « Alors tu iras à Montmartre la faire changer d'avis, » répondit David. « Mais elle ne le fera pas. Pas après la façon dont tu as soupiré après elle pendant des semaines. » Alexandre était sur le point de répondre quand il la vit. Solène se tenait dans l'embrasure de la porte, une vision en soie émeraude. La robe épousait parfaitement ses courbes, son chignon simple habituel, remplacé par une coiffure élégante qui révélait la ligne gracieuse de son cou. Mais c'étaient ses yeux qui le captivaient, grands, légèrement appréhensifs, cherchant dans la foule jusqu'à ce qu'il le trouve. Le monde autour de lui s'estompa alors qu'il avançait vers elle. « Tu es venu ?» dit-il quand il l'atteignit, prenant ses mains dans les siennes. « J'ai dit que je le ferais. » Son sourire était timide, mais déterminé. « Comment est-ce que je suis ?»« Comme un rêve, » répondit-il honnêtement. Il glissa sa main dans le creux de son bras et la conduisit dans la salle de bal. Les têtes se tournèrent à leur passage. Des chuchotements les suivirent. « Tout le monde nous regarde, » murmura Solène. « Laisse-les faire, » répondit Alexandre. « Ils sont juste jaloux d'avoir la plus belle femme de la salle. » Il la guida à travers la foule, la présentant à des associés et amis. Certains étaient sincèrement chaleureux, d'autres cachaient à peine leur surprise et leur curiosité. « Alors vous êtes enseignante ?» demanda Julien Fournier, un membre du conseil d'administration. « Comme cela doit être épanouissant. »« Ça l'est, » répondit Solène calmement. « Façonner de jeunes esprits est plus gratifiant que des rapports trimestriels. » Alexandre réprima un sourire devant le choc momentané sur le visage de Fournier. « Bien dit, » fit une voix derrière eux. Ils se retournèrent pour trouver Éléonore de Launay, qui approchait élégante en bleu nuit. « Le monde a besoin de plus d'enseignants et moins de drones corporatifs. »« Tante Éléonore, » Alexandre la salua d'un baiser sur la joue. « Je voudrais te présenter Solène Hart. Solène, voici ma tante, Éléonore de Launay. La seule de Launay qui ait du bon sens, » dit Éléonore, tendant la main à Solène. « Alexandre m'a tellement parlé de toi. »« C'est un plaisir de vous rencontrer, » répondit Solène, se sentant instantanément à l'aise avec la franchise de la femme plus âgée. « Le plaisir est pour moi. Maintenant, dites-moi, comment trouvez-vous notre petite réunion? Terriblement ennuyeuse, je suppose. »« C'est différent de ce à quoi je suis habitué, » admit Solène. « Dieu merci, » dit Éléonore avec un clin d'œil. « On aurait bien besoin de nouveautés ici. » Pendant qu'il bavardait, Alexandre sentit un poids se lever de ses épaules. L'approbation d'Éléonore comptait plus pour lui que celle de quiconque. Mais le moment de paix fut brisé par une voix familière. « Alexandre, mon chéri !» Mélanie de Valserres s'approcha, superbe dans une robe rouge qui laissait peu à l'imagination. « Tu m'as évité. » Elle lui fit un baiser soufflé sur la joue avant de poser des yeux froids sur Solène. « Et voici votre amie. »« La serveuse, n'est-ce pas ?» Alexandre se raidit. « Mélanie, voici Solène Hart, ma petite amie. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Il n'avait pas encore discuté des étiquettes avec Solène, mais à ce moment-là, cela lui semblait juste. Le sourire de Mélanie n'atteignit pas ses yeux. « Comme c'est charmant. Et que faites-vous, Solène, quand vous ne servez pas de verre ?»« J'enseigne, » répondit Solène calmement. « En CM2. »« Comme c'est noble !» La voix de Mélanie dégoulinait de condescendance. « Cela doit être si gratifiant de travailler avec des enfants issus de milieux difficiles. » Éléonore s'avança. « Plus gratifiant que d'être un faire-valoir pour banquier d'affaires, j'imagine. » Le visage de Mélanie rougit. « Éléonore, toujours un plaisir. J'aimerais pouvoir en dire autant, » répondit Éléonore gentiment. « Alexandre, je crois qu'ils vont servir le dîner. On y va ?» Alors qu'ils se dirigeaient vers la salle à manger, Solène serra le bras d'Alexandre. « Petit ami ?» murmura-t-elle. « Trop tôt ?» demanda-t-il, soudain incertain. Son sourire était radieux. « Non, pas trop tôt. » Le dîner fut une affaire somptueuse, chaque plat plus élaboré que le précédent. Solène était assise à côté d'Alexandre à la table d'honneur, très consciente des regards curieux dirigés vers eux. « Ne fais pas attention à eux, » murmura Alexandre. « Ils ne sont juste pas habitués à me voir heureux. »
Ces mots la réchauffèrent, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment d'être sous un microscope. Chaque bouchée, chaque gorgée de vin était scrutée. À mi-chemin du repas, Alexandre fut appelé pour parler à des investisseurs. Éléonore occupa aussitôt sa chaise vide. « Vous vous en sortez remarquablement bien », observa la femme plus âgée. « La plupart seraient intimidés. »« Qui a dit que je ne l'étais pas ?» admit Solène. « Mais vous êtes là quand même. Cela demande du courage. » Les yeux perspicaces d'Éléonore l'étudièrent. « Vous tenez à mon neveu. » Ce n'était pas une question. « Oui, » répondit simplement Solène. « Plus que ce à quoi je m'attendais. »« Bien. Il a besoin de quelqu'un qui le voit, pas son compte en banque. » Éléonore but une gorgée de son vin. « Mais je dois vous prévenir, ma chère. Tout le monde ne sera pas aussi accueillant que moi. La femme de Valser n'est que le début. »« Je sais, » dit doucement Solène. « Je n'ai cessé de le dire à Alexandre. » Et qu'a-t-il dit? Que cela n'avait pas d'importance, que nous pouvions créer notre propre monde. L'expression d'Éléonore s'adoucit. Il ressemble à sa mère. Elle avait la même veine romantique. Elle se pencha plus près. « La question est, le croyez-vous » Avant que Solène ne puisse répondre, Alexandre revint, se glissant sur son siège à côté d'elle. « Tout va bien ici ?»« Parfaitement, » l'assura Éléonore. « J'apprenais juste à mieux connaître votre Solène. » Le reste de la soirée passa dans un flou de discours et de félicitations. Alexandre garda Solène près de lui, sa main quittant rarement la sienne. Quand il monta sur scène pour s'adresser à la foule, ses yeux trouvèrent les siens dans le public. « Il y a 30 ans, mon père a fondé cette entreprise avec un seul camion et un rêve, » commença-t-il. « Il m'a appris la valeur du travail acharné, de la persévérance et de l'intégrité. Mais récemment, on m'a rappelé autre chose qu'il disait souvent, que le succès ne signifie rien si on n'a personne avec qui le partager. » Son regard retint celui de Solène. « Je suis reconnaissant ce soir non seulement pour le succès de cette entreprise, mais pour les personnes qui donnent un sens à la vie, qui nous rappellent qu'il y a plus dans la vie que des bilans et des marges de profit. » La chaleur envahit la poitrine de Solène à ces mots. Pour la première fois de la soirée, elle se sentit vraiment vue, non pas comme une étrangère, mais comme quelqu'un qui comptait. Alors que la partie formelle de la soirée se terminait et que la danse commençait, Alexandre l'entraîna sur la piste. L'orchestre joua une valse lente, et il la serra contre lui. « Merci d'être venu ce soir », murmura-t-il contre ses cheveux. « Merci de m'avoir voulu ici », répondit-elle, se fondant dans son étreinte. Par-dessus son épaule, elle aperçut Mélanie qui les regardait, son expression venimeuse. Mais dans les bras d'Alexandre, il était facile d'ignorer l'hostilité. Alors que la soirée touchait à sa fin, ils dirent au revoir à Éléonore et aux derniers invités. Dehors, le chauffeur d'Alexandre attendait avec la voiture. « Chez toi ou chez moi ?» demanda-t-il doucement. C'était la première fois qu'il suggérait qu'ils passent la nuit ensemble. Solène hésita un bref instant. « Chez toi », décida-t-elle. « Mais je dois envoyer un SMS à Élie. » À l'arrière de la voiture, Alexandre la serra contre lui. « Tu as été incroyable ce soir. Tout le monde t'a adoré. »« Pas tout le monde, » dit-elle, pensant à Mélanie et aux autres qui avaient à peine caché leur dédain. « Ceux qui comptent, oui, » insista-t-il. « Tante Éléonore t'adore. »« Elle est merveilleuse, » convint Solène. « Je vois d'où tu tiens ta gentillesse. » Ils roulèrent dans un silence confortable, sa tête reposant sur son épaule. Malgré les tensions de la soirée, Solène ressentait une certitude croissante que ce qu'ils avaient été réel. Cela valait la peine de se battre. Cela valait les défis inévitables. L'appartement d'Alexandre occupait tout le dernier étage d'un immeuble exclusif avec vue sur le parc Monceau. Des fenêtres allant du sol au plafond révélèrent la ville étalée sous eux comme un tapis de lumière. « C'est ici que tu vis ?» demanda Solène, observant le salon spacieux avec son mobilier minimaliste et ses œuvres d'art inestimables. « Quand je ne travaille pas, dit-il, observant sa réaction. « Qu'en penses-tu ?»« C'est magnifique, admit-elle, mais ça ne te ressemble pas. » Ses sourcils se haussèrent. « Que veux-tu dire ? C'est comme un appartement témoin. Parfait, mais... impersonnel. » Elle se tourna vers lui. « Où sont les choses qui comptent pour toi, des photos, des livres, quelque chose qui a une histoire ?» Alexandre regarda autour de lui comme s'il voyait l'espace pour la première fois. « J'ai des photos de famille dans le bureau, et des livres, mais tu as raison, c'est plus un endroit pour dormir qu'un foyer. Contrairement à ton bureau, » lui rappela-t-elle, « cet espace te ressemble. » Il sourit, se souvenant comment elle avait remarqué les photos de famille et les livres usés qu'il gardait là quand il lui avait fait visiter le siège de sa société la semaine précédente. « Peut-être que j'ai besoin d'une touche féminine ici, » suggéra-t-il, la tirant dans ses bras. « Peut-être as-tu juste besoin de ramener plus de toi-même à la maison, » rétorqua-t-elle, mais elle se blottit dans son étreinte. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui s'approfondit rapidement.
Toute la tension et l'incertitude de la soirée s'évanouirent alors qu'Alexandre la menait vers sa chambre. « Reste avec moi cette nuit », murmura-t-il contre ses lèvres. « Oui », répondit-elle simplement. La lumière du soleil matinal inonda la pièce par les fenêtres, tirant Solène du sommeil le plus profond qu'elle ait eu depuis des semaines. Elle s'étira luxueusement, sentant les draps coûteux contre sa peau nue. L'espace à côté d'elle était vide, mais elle sentait l'odeur du café. Alexandre apparut dans l'embrasure de la porte, vêtu seulement d'un bas de pyjama et tenant 2 tasses. « Bonjour », dit-il, ses yeux chaleureux alors qu'il parcourait son corps. « Bien dormi ?»« Mieux que jamais », admit-elle, s'asseyant et tenant le drap contre sa poitrine. « Quelle heure est-il ?»« Juste après 8 heures. » Il lui tendit une tasse et s'assit à côté d'elle sur le lit. « J'ai appelé l'école et leur ai dit que vous seriez en retard. Urgence familiale. » Elle leva un sourcil. « Urgence familiale ? Je considère ça comme une urgence, dit-il, se penchant pour l'embrasser. T'avoir dans mon lit pour la première fois et être censé te laisser partir. » Solène rit. « Je dois quand même aller travailler, Alexandre. Je sais. » Il soupira dramatiquement. La responsabilité. Un trait tellement gênant chez une petite amie. Le mot lui fit un agréable frisson. « Petite amie », répéta-t-elle. « Sais ce que je suis ? Si tu veux l'être, dit-il, soudain sérieux. Je sais que c'est rapide, mais je n'ai jamais ressenti ça avant, Solène. Quand je suis avec toi, tout prend sens. » Elle posa son café et prit ses mains. « C'est rapide pour moi aussi, et effrayant. Nos mondes sont si différents. Doivent-ils l'être ? Demanda-t-il. Et si nous créions notre propre monde, un qui prendrait le meilleur des deux? Est-ce possible ? Je pense que oui. » Et il serra ses mains. « Mais seulement si nous le voulons tous les deux. » Solène le regarda dans les yeux et y vit de la sincérité, de l'espoir et quelque chose qui ressemblait remarquablement à de l'amour. « Je le veux, » dit-elle doucement. Son baiser fut tendre, plein de promesses. Quand ils se séparèrent finalement, il posa son front contre le sien. « Alors, c'est réglé. Tu es ma petite amie, et nous créons notre propre monde. » Elle sourit. « Juste comme ça ?»« Juste comme ça, confirma-t-il. Bien que je doive te prévenir, certaines personnes ne rendront pas les choses faciles. Comme Mélanie ? Mélanie est le moindre de nos soucis, dit-il d'un ton sombre. Les membres du conseil d'administration, les vieux amis de mon père, certains actionnaires, ils ont des attentes quant à la personne avec qui je devrais être. Quelqu'un comme Mélanie, dit Solène, le doute s'insinuant à nouveau. Quelqu'un qui a l'air bien en photo mais ne remet pas en question le statu quo, corrigea-t-il. J'en ai fini avec cette vie, Solène. Je veux quelque chose de vrai. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Il y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle. Réunion du conseil dans 1 heure, dit-il. J'ai oublié. Je devrais de toute façon me préparer pour le travail, dit-elle, s'apprêtant à se lever. Il lui retint la main. Viens dîner ce soir, chez Éléonore. Elle a spécifiquement demandé que tu sois là. J'aimerais beaucoup, dit Solène, touchée par l'invitation. Alors qu'ils se préparaient pour leur journée, Solène empruntant une de ses chemises à porter avec sa robe de la veille, Alexandre enfilant son costume de ville, il y avait une nouvelle aisance entre eux, un sentiment de possibilité. « Mon chauffeur te ramènera chez toi pour te changer, puis à l'école, » dit Alexandre alors qu'il descendait à l'ascenseur jusqu'au hall. « Je peux prendre le métro, » protesta-t-elle. « Fais-moi plaisir, » dit-il, l'embrassant sur la tempe. Dans le hall, il la serra contre lui pour un dernier baiser. « Je viendrai te chercher à 7 heures pour le dîner chez Éléonore. »« Je serai prête, » promit-elle. Aucun d'eux ne remarqua la femme qui les observait de l'autre côté du hall, le visage tordu de colère. Mélanie de Valser sortit son téléphone et composa un numéro. « C'est moi, » dit-elle quand l'appel fut connecté. Elle a passé la nuit chez lui. Les choses sont pires que prévues. Elle écouta un instant, puis hocha la tête. « Oui, je comprends. Il est temps de passer à l'action. » Alors que Solène montait dans la voiture d'Alexandre qui l'attendait, un sentiment de pressentiment assombrit son bonheur. Quelque chose lui disait que leur nouveau monde ne viendrait pas sans un combat. Les quelques semaines suivantes passèrent dans un brouillard de bonheur pour Solène et Alexandre. Leur relation s'approfondit alors qu'ils se ménageaient du temps ensemble malgré leurs emplois du temps chargés. Solène acheva son remplacement et commença un nouveau poste dans un collège plus proche de son appartement. Alexandre délégua plus de responsabilités au travail pour passer ses soirées avec elle à Montmartre. Ils établirent une routine, des dîners tranquilles dans son petit appartement, des promenades dans son quartier où Alexandre saluait les commerçants par leur nom, des brunchs le week-end avec Élie qui s'habituait lentement à l'idée que sa sœur fréquente un millionnaire. « Il est différent de ce à quoi je m'attendais », admit Élie un dimanche après le départ d'Alexandre. « Moins riche et snob ?» suggéra Solène avec un sourire. « Ouais,
Ellie haussa les épaules. Il écoute vraiment quand je parle de mes cours d'ingénierie. Il a même proposé de me présenter des gens dans le domaine. Tu vois, je t'avais dit que c'était quelqu'un de bien. Fais juste attention, ma sœur. Les choses vont bien maintenant, mais... Mais quoi? Ellie hésita. J'ai vu quelque chose en ligne. À propos de toi et Alexandre. L'estomac de Solène se serra. Quoi à propos de nous? Il sortit son téléphone et lui montra une page de potins mondains. Il y avait une photo d'elle et d'Alexandre entrant au crayon pour le dîner d'anniversaire de sa société. La légende disait « L'héritier de Launay Logistique s'encanaille avec une institutrice de Montmartre. Crise de la quarantaine ou véritable romance? Ignore ça, dit Solène, repoussant le téléphone. Ce ne sont que des ragots. Il y a plus, dit Ellie à contre-cœur, faisant défiler l'écran. Ils disent que tu es après son argent, que tu essaies de le piéger. La colère traversa Solène. C'est ridicule. Je sais ça. Tu sais ça. Mais son monde ne le sait pas. Elle prit une profonde inspiration. Alexandre se fiche de ce que ces gens pensent. Peut-être pas, concéda Ellie. Mais vont-ils vous rendre la vie difficile? À toi? À lui? La question demeura dans l'esprit de Solène longtemps après qu'Ellie soit partie à la bibliothèque. Le monde d'Alexandre l'accepterait-il un jour vraiment? Ou serait-elle toujours l'étrangère, la croqueuse de diamants, la femme pas assez bien pour Alexandre de Launay? Alexandre était assis dans son bureau, révisant des contrats, quand son assistante le signala. « Madame de Valserre est là pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. » Il soupira. « Faites-la entrer. » Mélanie entra dans le bureau, impeccable dans un tailleur de créateur, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. « Alexandre, » dit-elle, s'installant sur la chaise en face de son bureau sans attendre d'invitation. « Nous devons parler. »« Je suis occupée, Mélanie. Que voulez-vous » Elle posa une tablette sur son bureau et la fit glisser vers lui. « Qu'avez-vous vu ça ?» C'était la même page de potin qu'Ellie avait montrée à Solène. Alexandre y jeta un coup d'œil avec dédain. « Des torchons, c'est tout. Ce n'est pas juste un article, Alexandre. C'est partout dans les pages mondaines. Les gens en parlent. Laisse-les parler, dit-il froidement. Je m'en fiche. Eh bien, vous devriez vous en soucier. » Mélanie se pencha en avant. Le conseil est préoccupé. Cela retint son attention. Le conseil n'a rien à dire sur ma vie personnelle. Ils le font quand cela affecte l'entreprise, rétorqua-t-elle. Votre père a bâti une réputation de classe et de dignité. Maintenant, vous courez avec une institutrice de Montmartre. Cela nuit au nom de Launay. La mâchoire d'Alexandre se crispa. Soyez très prudente dans ce que vous allez dire ensuite, Mélanie. J'essaie de vous aider, insista-t-elle. Nous nous connaissons depuis toujours. Je tiens à vous. Si vous teniez à moi, vous respecteriez ma relation avec Solène. L'expression de Mélanie se durcit. Elle n'est pas faite pour vous, Alexandre. Elle ne comprend pas notre monde. Peut-être que je ne veux plus de ce monde, répondit-il. Peut-être que j'ai trouvé quelque chose de mieux. Ne soyez pas naïf. Vous êtes Alexandre de Launay. Vous avez des responsabilités, des attentes. Le gala de l'hôpital Necker a lieu ce week-end. Tout le monde observera qui vous amenez. J'amène Solène, dit-il fermement. Le conseil n'aimera pas ça. Je me fiche de ce que le conseil aime. Alexandre se leva, signalant la fin de la conversation. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Mélanie se leva lentement. Vous faites une erreur, Alexandre. Une que vous regretterez. Après son départ, Alexandre s'assit lourdement dans son fauteuil. Les ragots ne le dérangeaient pas, mais l'implication du conseil. Oui, les vieux amis de son père détenaient toujours une influence significative. S'il décidait que Solène était un passif, il prit son téléphone et composa un numéro. « Tante Éléonore, j'ai besoin de vos conseils. » Solène était en train de corriger des copies dans sa salle de classe quand son téléphone vibra avec un SMS d'Alexandre. « Dîner ce soir chez moi. Besoin de te parler de quelque chose d'important. » Un nœud se forma dans son estomac. Besoin de parler n'était jamais bon signe. Avait-il vu les articles de Potin? Avait-il des doutes? Bien sûr. Quelle heure? Répondit-elle, essayant de maîtriser son anxiété. 19h. J'envoie la voiture. Le reste de la journée traîna en longueur. Au moment où elle arriva à l'appartement d'Alexandre ce soir-là, Solène avait imaginé tous les scénarios possibles, la plupart d'entre eux impliquant qu'Alexandre mette fin à leur relation à cause de la pression de son monde. Il la salua à la porte d'un baiser, mais elle sentit une tension en lui. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle directement. Il la conduisit au salon où une bouteille de vin l'attendait. « Nous devons parler du gala de l'hôpital Necker ce week-end. » Mélanie en a parlé au dîner d'anniversaire, se rappela Solène. « C'est un événement important, n'est-ce pas? Le plus grand événement caritatif de l'année, confirma-t-il, versant du vin pour eux deux. Mon père était au conseil d'administration de l'hôpital. La famille de Launay a toujours été de grands donateurs. Et tu veux que j'y aille avec toi, devina-t-elle. Oui, mais il y a plus que ça.
Il s'assit à côté d'elle sur le canapé. Mélanie est venue me voir aujourd'hui. Elle m'a montré des articles de Potin sur nous. Le cœur de Solène se serra. Élie me les a montrés aussi. Ils disent que je suis après ton argent. Je me fiche de ça, dit Alexandre, lui prenant la main. Mais le conseil d'administration de ma société est apparemment préoccupé par mon choix de compagne, parce que je ne suis pas de ton monde, dit-elle doucement. Parce qu'ils sont bloqués dans le passé, corrigea-t-il, l'ère de mon père où les apparences comptaient plus que le fond. Et le gala? Ils seront tous là, les membres du conseil, les actionnaires, les vieux amis de mon père. Il serra sa main. Je veux que tu sois à mes côtés, mais je dois te prévenir que cela pourrait être inconfortable. Les gens pourraient te dire des choses, comme que je suis une croqueuse de diamants. Pas assez bien pour toi. Sa voix était ferme malgré la blessure. Rien de tout ça n'est vrai, dit-il férocement. Je me fiche de ce qu'ils pensent de Solène. Je me soucie de toi, de nous. Elle étudia son visage. Mais rien. Je voulais juste te préparer. On peut y renoncer si tu veux. Non, dit-elle après un moment. Je ne me cacherai pas d'eux. Si je dois faire partie de ta vie, je dois affronter ton monde de front. Un soupir de soulagement parcourut les traits de Romain. J'espérais que tu dirais ça. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte de velours. Je t'ai pris quelque chose. Romain, commença-t-elle avec prudence. Ce n'est pas ce que tu crois, dit-il avec un sourire, ouvrant la boîte pour révéler un délicat collier en or avec un petit pendentif en diamant. Je voulais juste que tu aies quelque chose de spécial pour le gala. C'est magnifique, murmura-t-elle tandis qu'il l'attachait autour de son cou. Mais tu n'as pas besoin de m'acheter des choses. Je sais, dit-il en l'embrassant tendrement. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime. Les mots restèrent suspendus entre eux. Il n'avait pas prévu de le dire encore, mais maintenant qu'il l'avait fait, il ne le regrettait pas. Tu m'aimes ? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Oui, dit-il simplement. Je t'aime, Céline Duval. Des larmes montèrent à ses yeux. Je t'aime aussi. Mais Romain, ton monde, s'adaptera, acheva-t-il pour elle, ou ce ne sera plus mon monde. La nuit du gala de la Fondation des hôpitaux parisiens pour enfants arriva avec une effervescence anticipée. Céline se tenait dans sa chambre, contemplant la robe que Romain lui avait envoyée, une création éblouissante en soie bleu nuit qui coûtait probablement plus de 3 mois de son salaire d'institutrice. « Tu ressembles à une princesse », dit Rose depuis l'embrasure de la porte. La vieille femme était venue aider Céline à se préparer pour la soirée. « Je me sens comme une imposture », admit Céline, lissant nerveusement le tissu. « Baliverne », ricana Rose, ajustant le décolleté de la robe. « Tu es à ta place partout où tu choisis d'être. Et cet homme t'adore. Son monde, non. Alors change son monde, dit simplement Rose. Maintenant, tiens-toi tranquille pendant que je te coiffe. » 1 heure plus tard, quand Romain arriva pour la chercher, son expression d'émerveillement fit que toute l'anxiété en valait la peine. « Tu es à couper le souffle, » dit-il, buvant de ses yeux la voir ainsi dans cette robe, ses cheveux relevés en un style élégant qui mettait en valeur le collier de diamants qu'il lui avait offert. « Tu n'es pas mal non plus dans ce costume, » taquina-t-elle, admirant son smoking. Dans la voiture, il la briefa sur ce à quoi elle devait s'attendre. Le conseil d'administration de l'hôpital fera des discours. Il y aura une vente aux enchères silencieuse, un dîner, de la danse. Un événement caritatif classique. Et toutes les personnes qui comptent seront là, ajouta-t-elle. Toutes les personnes qui pensent qu'elles comptent, corrigea-t-il. La seule personne qui compte pour moi sera juste à mes côtés. Lorsqu'ils arrivèrent au Grand Palais où se tenait le gala, des photographes bordaient à l'entrée. Céline se crispa à leur vue. « On peut passer par l'entrée de service », offrit Romain. « Non, dit-elle, relevant le menton. « Je ne me cache pas. » Il sourit fièrement, lui prenant la main. « C'est ma fille. » Les flashs crépitèrent alors qu'ils marchèrent sur le tapis rouge. Romain la gardait près de lui, sa main ferme sur le bas de son dos. À l'intérieur, la grande nef du Grand Palais avait été transformée en un décor féerique et scintillant de lumières et de fleurs. Le tout Paris se mêlait, flûte de champagne à la main, les bijoux étincelants sous les lustres. « Romain !» Éléonore s'approcha, resplendissante dans sa robe violette. « Et Céline, ma chère, vous êtes merveilleuse. » « Merci de m'avoir aidé à trouver la robe, » dit Céline, embrassant la femme plus âgée qui était devenue une alliée surprenante. « La robe n'est qu'un cadre. Vous êtes le chef-d'œuvre, » déclara Éléonore. « Maintenant, laissez-moi vous présenter des gens qui ne sont pas des raseurs complets. » Tandis qu'Éléonore les guidait à travers la foule, Céline sentit les regards et les murmures. Certains la saluaient chaleureusement, prenant clairement leur exemple de l'acceptation d'Éléonore. D'autres l'ignoraient à peine, leur dédain à peine masqué. « Ignore-les, » murmura Romain. « Ils sont juste jaloux. » Au bar,
Ils croisèrent David, l'associé de Romain, avec sa femme Marie. « Céline !» la salua Marie chaleureusement. « Je suis si contente que tu sois venue. Ces événements sont affreux sans visages amicaux. » Et Marie était institutrice de maternelle avant d'épouser David, expliqua Romain. Elle comprend ce que c'est d'entrer dans ce monde de l'extérieur. C'est comme apprendre une langue étrangère, dit Marie avec un sourire compatissant. Toutes ces règles et codes tacites, mais tu vas prendre le coup. Si j'en ai envie, répondit Céline honnêtement. Marie rit. Je l'aime bien, Romain. Garde celle-là. C'est le plan, dit-il, ses yeux ne quittant jamais le visage de Céline. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur table pour le dîner, un groupe d'hommes âgés les intercepta. « Romain, dit l'un d'eux, un homme distingué d'une 60aine d'années, nous devons vous parler, en privé. » L'expression de Romain se durcit. « Tout ce que vous avez à me dire, vous pouvez le dire devant Céline. » L'homme la regarda avec mépris. « Il s'agit d'affaires du conseil. »« Alors cela peut attendre lundi, » répondit Romain fermement. « Cela concerne vos choix personnels, » dit un autre homme de manière pointue, « et leur impact sur l'entreprise. » Céline sentit le rouge lui monter aux joues. « Je devrais aller me rafraîchir, » dit-elle, cherchant une échappatoire. « Je vous rejoindrai à table. » « Non. » La voix de Romain était calme mais ferme. « Robert, Georges, tout ce que vous avez à dire peut être dit maintenant, devant ma petite amie. » Les hommes âgés échangèrent des regards inconfortables. « Très bien, » dit Robert. « Le conseil s'inquiète de votre récente association. Les chroniques mondaines s'en donnent à cœur joie. Les actionnaires posent des questions. Sur ma vie privée, qui ne les regarde en rien, » répondit Romain froidement. « Cela devient leur affaire lorsque cela affecte le cours de l'action, » riposta Georges. « Votre père comprenait l'importance des apparences. »« Mon père est parti, » dit Romain, sa voix montant légèrement. Et avec lui, sa vision dépassée de ce qui fait une partenaire convenable. Les gens à proximité commencèrent à remarquer la confrontation, les conversations s'interrompant alors que l'attention se tournait vers eux. « Nous vous demandons simplement de considérer la réputation de l'entreprise, » insista Robert. « Le nom Beaumont représente quelque chose. »« Oui, c'est vrai, » acquiesça Romain. « Il représente l'intégrité, l'innovation et la valeur. Rien de tout cela n'a à voir avec la personne que je choisis d'aimer. » Le mot « aimer » ondula parmi les badauds. Céline sentit son cœur s'emballer, tandis que Romain continuait. « Céline Duval est la femme la plus authentique, la plus attentionnée et la plus intelligente que j'ai jamais connue. Elle travaille plus dur que quiconque dans cette pièce, prenant soin d'enfants qui ont besoin d'elle, soutenant son frère à l'université, bâtissant une vie pleine de sens de ses propres mains. » Sa voix porta dans le hall désormais silencieux. Si l'un d'entre vous avait dû travailler un second emploi, s'occuper d'un frère ou d'une sœur, ou se reconstruire sans aide, alors peut-être comprendriez-vous la force que cela demande. Il prit fermement la main de Céline dans la sienne. Cette femme, ce n'est pas elle qui n'a pas sa place ici, c'est vous. Un silence stupéfait tomba sur la foule. Puis, de quelque part vers l'arrière, des applaudissements commencèrent. Éléonore s'avança, applaudissant lentement, délibérément. David et Marie se joignirent à elle. Peu à peu, d'autres suivirent. Robert et Georges reculèrent, leur visage rougis de confusion. Romain se tourna vers Céline, qui restait sans voix. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je ne voulais pas faire de scène. »« Si, répondit-elle, un sourire perçant son choc. Et c'était magnifique. » Avant qu'il ne puisse répondre, Mélissa apparut, la fureur gravée sur ses traits parfaits. « As-tu perdu la tête? Tu viens d'humilier publiquement le conseil ?»« Non, Mélissa, répondit Romain calmement. Ils se sont humiliés eux-mêmes avec leurs préjugés dépassés. Tout ça, c'est de ta faute, siffla Mélissa à Céline. Il allait bien avant que tu n'arrives. Il connaissait sa place, ses responsabilités. Sa place, répéta Céline, retrouvant enfin sa voix. Vous voulez dire sous votre coupe, suivant les règles d'un monde qui valorise les apparences au détriment de l'authenticité? Vous ne savez rien de notre monde, ricana Mélissa. Vous avez raison, acquiesça Céline. Je n'ai pas ma place dans un monde où les gens sont jugés par leur compte en banque plutôt que par leur caractère. Mais Romain non plus. Oh, s'il vous plaît, railla Mélissa. C'est un Beaumont. Il est né pour ce monde. Non, interrompit Romain. J'ai été élevé dedans, mais j'ai choisi un chemin différent. Il se tourna vers Céline. Allons-nous-en d'ici. Mais le gars-là, commença-t-elle, survivra sans nous. Il jeta un coup d'œil à Éléonore, qui acquiesça. J'ai fait ma contribution. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Maintenant, je veux être dans un endroit authentique, avec toi. Ils partirent sous d'autres murmures et regards, mais Céline y prêta à peine attention. Dans la voiture, elle retrouva enfin sa voix. « Pensais-tu tout ce que tu as dit, à propos de m'aimer »
Chaque mot, dit-il, lui prenant les mains. Tu n'étais pas ce à quoi je m'attendais, Céline Duval. Tu es ce dont je ne savais pas avoir besoin. Elle sourit, plus doucement cette fois. Et maintenant que tu m'as trouvé, maintenant j'apprends à rester, dit-il simplement, à construire quelque chose de réel avec toi. Ton conseil ne sera pas content. Ils s'adapteront, dit-il avec confiance. Ou je trouverai un nouveau conseil. J'ai repensé à ce que tu as dit à propos d'une maison de quartier pour les jeunes. Et si la Fondation Beaumont finançait quelque chose comme ça dans ton quartier, tu ferais ça? Je veux utiliser ce que j'ai pour faire une différence, dit-il. Tu m'as montré comment. Quand ils atteignirent son modeste appartement du 11e arrondissement, Romain congédia son chauffeur. Je prendrai un taxi pour rentrer plus tard, dit-il à l'homme surpris. À l'intérieur, Céline alluma une bougie. Simple, paisible, si différent du chaos scintillant du gala. Elle retira ses talons et s'enfonça dans son modeste canapé. Romain s'assit à ses côtés, desserrant son nœud papillon, complètement à l'aise. Pas de smoking, pas de gala, pas de faux semblants. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Tu viens d'affronter tout ton cercle social pour moi. Pas pour toi, corrigea-t-il doucement. Pour nous. Pour la vie que je veux, une vie pleine de sens, de connexion avec toi. Ce ne sera pas facile, prévint-elle. Des gens comme Mélissa, les membres du conseil, ils n'abandonneront pas. Qu'ils essaient, dit-il, la serrant contre lui. J'ai trouvé quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. Elle posa sa tête sur son épaule, savourant l'instant. Le gala semblait à des millions de kilomètres. Ici, dans son petit appartement parisien avec Romain à ses côtés, elle se sentait chez elle, en paix. « À quoi penses-tu » demanda-t-il après un silence confortable. « Que la vie est étrange » répondit-elle honnêtement. « Il y a un mois, je servais des rafraîchissements lors d'une soirée, et maintenant je suis amoureuse de l'homme qui m'a vue au milieu de la foule. La meilleure chose que j'ai jamais faite, murmura-t-il, l'embrassant sur la tempe. Te voir. Romain demanda-t-elle, levant les yeux vers lui. Où allons-nous à partir de maintenant? Il considéra la question attentivement. Partout où nous choisirons, ensemble, ton monde, mon monde, ou quelque chose de nouveau que nous construirons pour nous-mêmes. Je vote pour l'option 3, dit-elle avec un sourire. Moi aussi, acquiesça-t-il, l'embrassant doucement. Ce ne sera pas toujours facile. Rien qui vaille la peine d'être eu ne l'est jamais, répondit-elle. Devant sa fenêtre, Paris continuait son rythme nocturne. Des gens rentrant du travail, des familles se réunissant pour le dîner, des vies vécues honnêtement et sans prétention. À l'intérieur, Céline et Romain se tenaient l'un l'autre, deux personnes de mondes différents qui avaient trouvé quelque chose de rare et précieux, un amour basé non pas sur le statut ou l'apparence, mais sur le fait de se voir réellement. Dans les mois à venir, il y aurait des défis. Le conseil résisterait, les potins continueraient, des ajustements seraient nécessaires. Mais cette nuit-là, à la lueur d'une simple bougie, rien de tout cela n'importait. Il l'avait vue au milieu de la foule. Elle avait vu l'homme derrière le millionnaire. Et ensemble, ils avaient trouvé leur chemin vers la maison. Fin.